toutes et à tous. Vous aimez les films, ça j'en suis sûr, mais est-ce que vous aimez les films relatant un fait historique, une bataille, une grande victoire? Eh ben ça tombe bien, car aujourd'hui on va parler de tout l'inverse, car on va parler des 10 plus grands désastres militaires français. Commençons tout de suite par l'introduction. Que ce soit de la bataille d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ à Dien Bien Phu en 1954, en passant par la bataille de Crécy en 1346, vous verrez dans cette vidéo les 10 plus grands désastres militaires français classés chronologiquement. Alors, ce que je vais dire dans cette vidéo, les infos, seront principalement tirées du magazine Champ de bataille thématique numéro 31, qui est un très bon magazine d'ailleurs, et de sites internet variés. La vidéo sera par contre en deux parties pour cause de temps, la deuxième partie certainement dans quelques mois, je ferai quelques vidéos entre deux. Alors commençons tout de suite par Alésia en 52 avant Jésus-Christ. La bataille d'Alésia est la bataille finale de la guerre des Gaules. Elle opposa en 52 avant Jésus-Christ le général romain Jules César au chef des Gaulois Vercingétorix, qui fut peu de temps avant proclamé roi et qui réussit à allier les peuples de Gaule. Ce que voulut son père quelques décennies avant, mais qui se fit brûler pour avoir voulu être le roi. Alésia, le lieu de la bataille, est habituellement identifié à la commune d'Aly-Sainte-Reine, dans l'actuel département de la Côte d'Or. Après la victoire de Vercingétorix contre César à Gergovie, les légions romaines se replient vers le nord pour rejoindre leur renfort. Les Gaulois se lancent à leur poursuite, mais la cavalerie gauloise est battue par les Romains à Dijon. Vercingétorix se réfugie à Alésia. Alésia est une ville située en hauteur et protégée par des remparts. Les Romains décident d'encercler la ville en faisant construire une palissade avec des fortins tout autour de la ville. Ces fortifications sont impressionnantes, car il y en a plus de 15 km, avec des camps et des forts disposés à certains endroits. À Alésia, Vercingétorix possède une armée de 80 000 hommes. Il envoie des personnes demander de l'aide aux autres tribus. Une armée de plus de 200 000 hommes vient à sa rescousse. Les Gaulois, étant peu ordonnés et voulant à tout prix la bataille, combattent, mais pas en coordonnée. Les Gaulois s'attaquent aux forteresses de César et les pertes affluent. Après une journée de combat, les Gaulois sont vaincus et s'éparpillent. Ils seront poursuivis par la cavalerie romaine. Au début, les forces en présence pour les Gaulois étaient de 100 à 300 000 soldats et 60 000 pour les Romains. Vercingétorix est obligé de se rendre avec ses 50 à 100 000 pertes contre 10 à 15 000 pour les Romains. Ce sera la fin de la guerre des Gaules. Passons tout de suite à un autre moment de l'histoire, atteint 1187. Alors là, nous faisons un bond dans le temps de plus d'un millénaire, avec la bataille de Hattin. Ça fait depuis plus de 90 ans que les Francs ont conquis Jérusalem grâce à leur bain de sang. Ils y règnent longtemps, se succédant, mais à force de différents conflits, ils se retrouvent en position plutôt précaire avec les musulmans, et leur armée est réduite. Les musulmans sont en position de force. Ils signent avec le chef des musulmans, Saladin, une trêve de paix. Jusque-là, tout va bien. Mais malgré la trêve signée avec Saladin, un aventurier, Renaud de Châtillon, attaque une caravane musulmane. Ce sont des pèlerins en route du Caire vers Damas. Saladin demande officiellement la restitution du butin et des prisonniers aux seigneurs francs, mais ceux-ci refusèrent de l'entendre. Saladin se considéra dès lors délié de l'obligation de respecter la trêve. Saladin ravage plusieurs villes souvent prises chrétiennes et gagne plusieurs batailles. Les barons francs, devant le danger représenté par Saladin, oublièrent pour un temps leur dissension, leur dispute entre quoi, et réunirent leurs forces pour affronter les musulmans. Une troupe de plus de 2000 chevaliers et 30 000 piétons démarra de Saphorie en direction de Tibéride, assiégée par Saladin. Saladin se porta à la rencontre des Francs vers Mystinac où des escarmouches eurent lieu. Les barons décidèrent de se retrancher autour des poids d'eau près de Hattin. L'armée musulmane manœuvra pour que les Francs ne puissent avoir de l'eau et soient encerclés. Plusieurs charges des Francs sont effectuées, au prix de nombreuses pertes, sans succès. Et Saladin envoie l'assaut pour le coup de grâce. Les pertes francs seront de 17 000 contre 11 000 musulmans. Et ce sera une grande défaite des Francs avec la fin de la puissance des Templiers. Tout de suite, passons à la bataille de Crécy. En 1346, Édouard III entreprend une troisième chevauchée ayant pour but de piller les provinces françaises, proches de la Manche. C'est au cours de cette chevauchée qu'a lieu la bataille de Crécy. Alors depuis 1337, Édouard
III revendique le trône de France pour différentes raisons. On comprend que les Français ne sont pas d'accord, alors des tensions s'installent, puis avec un conflit qui durera plus de 100 ans. La guerre de 100 ans, Crécy, est la première bataille sérieuse de la guerre de 100 ans. Les Français sont dirigés par Philippe VI, Jean Ier de Bohême et Charles II d'Alençon. Que des jolis prénoms. Les Anglais sont commandés par Édouard III et le Prince Noir. Le 26 août, en milieu d'après-midi, les armées se font face. Les forces en présence sont de 50 000 hommes pour les Français et 20 000 pour les Anglais, qui, soi-disant passant, sont composés de 3/4 d'archers. Les Français, quant à eux, disposent d'arbalétiers qui sont inférieurs aux archers. La bataille commence et c'est la panique. Les Français sont décoordonnés, et les décisions prises par le général sont mauvaises. Quant à eux, les Anglais bien coordonnés ne font qu'une bouchée de l'armée française, avec, pour le soir du second jour de la bataille, plusieurs milliers d'hommes morts chez les Français et un peu moins de 300 chez les Anglais. Bah dites donc, c'est pas Jojo. C'est une défaite cuisante qui marque le début de la guerre de 100 ans. Tout de suite, passons à Pavie. Après une série de succès en Italie du Nord, dont la victoire de Marignan en 1515, François Ier subit une défaite désastreuse à Pavie. Il faudra attendre le règne de Louis XIV pour que la France reprenne son expansion en Europe avec autant de force. La bataille de Pavie, qui eut lieu le 24 février 1525, est un événement décisif de la sixième guerre d'Italie qui durera de 1521 à 1526. Se situant au nord de l'Italie, cette zone est riche en richesses. La France veut s'emparer du nord de l'Italie pour agrandir son territoire et pouvoir ainsi profiter des richesses du nord de l'Italie. Sûre d'elle, elle fonce droit sur Pavie, et chaque camp se retranche. Le siège commence le 27 octobre 1524. Le jour tant attendu de la bataille arrive, avec du côté français 17 000 fantassins, 6 500 cavaliers et 53 canons. Et du côté des Habsbourg, qui sont les dirigeants d'une partie de l'Italie, Autriche, Espagne, etc., 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 19 000 hommes, 4 000 cavaliers et 17 canons. Dans la nuit du 23 au 24 février, les impériaux qui sont du côté des Habsbourg ouvrent une brèche dans l'enceinte française et surprennent les assiégeants. La panique est totale et de grandes pertes sont à déplorer avec du côté des Français 12 000 morts, blessés ou prisonniers contre 500 morts ou blessés chez les Habsbourg. Pavie fait une défaite qui ralentit énormément l'armée française en Europe et qui démontre encore la grande cohésion au sein de l'armée française. Évidemment, ceci est à prendre au second degré. Blenheim, Austadt. Alors là, c'est une bataille qui se passe lors de la succession de l'Espagne. À la suite de la mort sans descendance du dernier Habsbourg espagnol Charles II, celui qui gouvernait à l'époque l'Espagne, plusieurs grandes puissances européennes s'affrontent durant cette guerre, de 1701 à 1714. La bataille de Blenheim, quant à elle, se passa en 1704. Elle opposa le royaume de France à l'électorat de Bavière, contre le royaume d'Angleterre, le Saint-Empire, l'archiduché d'Autriche, les Provinces-Unies, le Danemark-Norvège, rien que ça. Donc, Blenheim se trouve en Bavière, pas très loin de Munich. Les forces en présence sont plutôt un petit peu favorables en français, avec 56 000 hommes et 90 canons contre 52 000 hommes et 66 canons. Pas grande différence. La bataille commence et l'initiative est prise par les Français, mais les deux forces sont presque égales. Les pertes françaises sont sévères, avec plus de 30 000 tués, blessés, disparus, contre moins de 15 000 chez les ennemis. Cette bataille fracassa le mythe de l'invincibilité française, et il faudra attendre Napoléon pour qu'une nouvelle grande conquête arrive. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir, à la partager sur les réseaux sociaux. La deuxième partie arrivera normalement dans quelques mois, ne vous inquiétez pas. Quant à moi, je vous dis ciao, allez, salut!